La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Herbitzheim. Je suis en compagnie de Jean-Claude Schmitz. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Et de Bertrand Klein. Bonjour. Vous êtes deux passionnés d'histoire, on peut le dire, et on est aujourd'hui entre La Sarre et le canal des Houillères, et c'est pas pour rien Jean-Claude que vous nous avez emmenés ici. Oui, je voulais vous expliquer d'où vient cette fortification. Alors, il faut le dire dans les années 30, le Saarland a voté pour être rattaché à l'Allemagne. Donc, du coup, la partie de la frontière qui se trouve ici et vers Sarreguemines était sans défense. Et on n'avait plus le temps de créer des gros blocs. D'ailleurs, on n'avait plus les moyens non plus. Alors, on s'est dit, ce sont des paysages avec des rivières et des ruisseaux. Il faut créer des zones inondables. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ici ce qu'on appelle un barrage sur la Sarre. L'objectif du barrage, c'était bien sûr d'arrêter l'eau et d'inonder entièrement la vallée afin que l'ennemi ne puisse pas passer. Seulement, le barrage, il a rempli ses fonctions, on a inondé la vallée, mais l'ennemi, comme dit, il n'est pas passé ici. Et notre état-major pensait peut-être que ils vont se coltiner, les Allemands vont se coltiner la ligne Maginot, mais naturellement, là, ils ne passeront pas. Donc, ils se sont passés par derrière et l'ouvrage a été détruit à l'arrivée des Allemands. Dites-moi, je me remémore mes souvenirs de collégiens quand on faisait des cours d'histoire et de géographie. On parlait de la ligne Maginot. On sait qu'au Beecherland, on a le Fort Cassel, on a le Simpsonhof, des ouvrages très très connus. Mais ici, on parle de ligne Maginot aquatique. Je me souviens pas d'avoir entendu parler de ça à l'époque où j'étais collégien. Oui, à l'époque, en 40, on parlait pas de ligne Maginot aquatique, on parlait de ligne Maginot tout court. Et le aquatique, c'est venu plus tard. Hein. Et il y a un écrivain, ou plutôt un historien, qui a écrit ligne Maginot aquatique parce que c'est une ligne Maginot qui se protège avec de l'eau. Et le fait qu'on ait cette fortification et cet ouvrage ici a donné plusieurs inconvénients au village. Entre autres, on a été évacué en 39 et en 40, quand on est revenu, les gens ont trouvé leur maison dévastée, déjà un peu par les soldats et ensuite par tous les rôdeurs qui sont venus faire leurs achats dans les maisons qui étaient vides. Comme nous avions perdu à l'époque la guerre, les Alsaciens lorrains ont été libérés, mais plus tard, tragédie, ils ont été incorporés de force de nouveau et sont allés se battre en Russie. Et entre autres, mon père, qui était donc à Malgré-nous, alors on les a appelés Malgré-nous parce qu'ils ont été enrôlés malgré leur volonté, sous un uniforme qui n'était pas le leur, et pour aller se battre contre des gens qui n'étaient pas forcément leurs ennemis. Donc cela a donné une troisième tragédie après la défaite et les maisons pillées et salies. Pour aller un petit peu plus loin dans la ligne Maginot aquatique, nous avons le spécialiste local, Bertrand, hein, c'est moi qui vous appelle comme ça, allez, en toute modestie, on peut le dire. Donc, ligne Maginot aquatique, Jean-Claude nous l'a dit, au départ, c'était pas un terme consacré, pas du tout. Non. En réalité, on est dans cette partie de la ligne Maginot qui s'appelle la trouée de la Sarre. Et on a utilisé, comme disait Jean-Claude, l'eau qui est en abondance dans ce secteur pour créer des zones inondables. Et évidemment, pour créer des zones inondables, il faut bloquer l'eau, d'où les barrages. Herbitzheim est traversé par la Sarre, et sur la Sarre, on a construit deux grands barrages. Le nôtre, ici, qui était le plus grand d'ailleurs, et ensuite un barrage un peu plus petit en aval, à Vitrin. Alors, l'endroit où on est là actuellement est un endroit, c'est un petit étranglement. On a d'un côté la digue du canal des Houillères, de l'autre côté, on a le chemin de fer, on a une largeur de 120 mètres, donc on a profité de cet endroit pour justement construire ce barrage. Donc c'est un goulet d'étranglement. C'est un goulet d'étranglement. On le voit bien quand on est sur la piste cyclable et on voit effectivement le talus du chemin de fer en face. Tout à fait. Mais il y a tout un mécanisme, il y a des étangs qui sont en amont. C'est très réfléchi en fait. Voilà, c'est très réfléchi parce que finalement pour alimenter donc en eau ces inondations, évidemment quand on coupe le cours d'eau, l'eau monte. Cette inondation, il fallait que ce soit fermé en l'espace de 48 heures. Donc, on a créé des étangs, entre Sarralbe et Putelange, il y a plein d'étangs,
qui servaient à alimenter cette partie-là, mais on a aussi profité des étangs qui alimentent le canal des Houillères pour amener l'eau de ces étangs-là. On a agrandi l'étang du Stock, donc on a ramené l'eau de l'étang du Stock, l'étang de Gondrexange, ceci par des vannes situées sur le bord du canal qu'on ouvrait et donc l'eau se déversait dans cette partie fermée par le barrage. Et est-ce qu'il a été utilisé? Est-ce qu'on a inondé pour couper le chemin? On a effectivement inondé, c'est-à-dire cette partie de la ligne Maginot, comme toute la ligne Maginot, je tiens à le préciser, toute la ligne Maginot a parfaitement rempli son rôle. Le rôle principal de la ligne Maginot, c'était protéger nos troupes pour pouvoir mobiliser en toute tranquillité. Et ça a été fait. Alors ça a été inondé, le barrage a été fermé dès le début de la guerre. Cette guerre, elle a été déclarée le 3 septembre 1939. Dès le début, on a commencé à fermer le barrage. On l'a fermé définitivement en juin 1940 et quand les Allemands sont arrivés par là, effectivement, ils se trouvaient devant une zone inondée. Il faut dire que ce barrage-là, la retenue d'eau créée par ce barrage était de 3 600 000 mètres cubes d'eau, ce qui était très impressionnant. Donc, Herbitsheim était coupé en deux par les eaux. Je crois que c'était des jeunes hommes du village qui géraient le barrage. Alors effectivement, pour fermer ce barrage, c'était tout un système de poutrelles qu'on mettait entre les piles. Et pour fermer ce barrage, il y avait une compagnie spéciale, une compagnie de mise en œuvre des inondations qui était formée par 25 hommes qui étaient sur le barrage de Herbitsheim. C'était des jeunes territoriaux, donc du village, commandés par un capitaine. Donc ces jeunes, ils n'avaient pas vocation à combattre, leur rôle était uniquement de fermer le barrage. Et par contre, si on est là devant un blocos, des deux côtés du barrage, on a construit des blocos qui servaient à défendre ce barrage. Ces blocos étaient occupés par le 51e régiment de mitrailleurs de l'infanterie coloniale, qui eux avaient leur caserne à Sarralbe. Est-ce que vous avez l'impression que cette partie de l'histoire locale est un petit peu méconnue? D'autant qu'en Alsace-Bossue, vous êtes le seul village qui est sur la ligne Maginot Aquatique. Voilà, tout à fait. En Alsace-Bossue, on est le seul village qui est traversé qui est concerné par cette ligne Maginot Aquatique. Donc, de toute façon, toute l'histoire de la ligne Maginot est un peu ignorée. Donc, notre but, c'est justement de montrer aux gens cette partie de l'histoire, de les rendre attentifs et surtout de faire en sorte que cette partie-là soit préservée. C'est important, c'est du patrimoine. Je suis moi-même membre du Fort Cassot, guide au Fort Cassot, et on tient énormément à ce que cette ligne Maginot soit préservée. Oui, je voulais ajouter que lors de l'inauguration de cet ouvrage, j'avais dit à un moment que c'est bon qu'on connaisse le passé, parce que le passé qui s'est joué là, on ne voudrait plus le revivre. Et quelqu'un a dit, je ne crois pas que c'est Churchill, on ne sait pas tout, ceux qui ne connaissent pas le passé sont condamnés à le revivre, mais ça on ne veut pas. Bertrand, avant, on parlait aussi un peu de frontières. Vous savez, la Sarre, le Beecherland, l'Alsace-Bossue. Ouais. On va de l'un à l'autre très, très facilement. Mais là, il y a une autre frontière. Parce que je crois que vous êtes Moi, je suis un Michelinger. Voilà. Ouais. Voilà. Effectivement, on est ici en réalité dans deux villages, qui ont été réunis à un certain moment. Mais il y avait Herbitsheim d'un côté de la Sarre et de l'autre côté, il y avait un petit hameau qui s'appelait Michelingen. Actuellement, on dit Saint-Michel. Et il y avait un pont qui a été démoli dans les années 60 et qui datait du XIIe siècle, qui était un pont qui a été construit par le couvent, parce qu'Herbitsheim était un grand couvent, et c'était un pont où il fallait payer quand on le traversait. On traversait avec, en fonction de ce qu'on transportait, il y avait une certaine somme, un payage. Il y avait un payage. Maintenant, si Jean-Claude, qui est à Herzomer, Lui, c'est un peu à Herzomer. Est-ce qu'il a besoin de montrer la carte d'identité quand il vient du côté de Non. votre côté? Non, les gens qu'on connaît, on les empêche pas. Mais en tout cas, c'est un passé qui a vraiment existé. Est-ce que vous vous souvenez dans votre jeunesse, est-ce qu'il y avait des fois une petite rivalité là-dessus entre on disait moi je suis à Herzomer, on en était fiers, moi je suis à Michelinger, c'est pas la même chose? Au niveau de l'école. Oui, et la rivalité, c'était dans les bagarres entre garçons, c'est-à-dire quand on ne savait pas contre qui se battre, on se battait contre les gens de Saint-Michel, et alors à boule de neige, et puis parfois plus violemment, à coup de cailloux. Et quand on avait vraiment plus personne pour se battre, mais ça, c'est une autre histoire, on se battait contre les protestants parce que il y a une communauté protestante à Herbitsheim et il y avait des rivalités et elles étaient vraiment nulles, on peut le dire maintenant. Vous aussi, Bertrand, quand vous étiez gamin, vous avez fait la guerre des boutons un peu comme à Jean-Claude? Moi j'ai connu l'école maternelle du côté Saint-Michel, donc les Herzomer, ils venaient
par le pont pour venir à l'école maternelle là, de notre côté. Puis il y avait parfois des rivalités et après c'est nous, les Michelinois, qui devions aller à l'école primaire du côté Herzum. Et là aussi, il y avait des petites rivalités, mais c'était sympa, c'était pas méchant. Hein. Nous, on se jetait pas de cailloux. Hein. C'est quand même une histoire, il faut en parler, hein, parce que rien que cette histoire de Herzum et de Michelingen, si on n'en parle pas, ça se perd. Hein. Donc moi, j'estime que c'est quelque chose de très important. Tout comme le passé historique, comme les anciennes constructions militaires, hein, autant il faut en parler. De même, de ces deux parties du village, là aussi, il faut en parler. Il faut pas que ça se perde. Hein. Et je rajouterai encore un mot, il y a aussi autre chose qu'il faut préserver, c'est notre langue maternelle. Parce que quand on me demande ma langue maternelle, je suis embêté de répondre que c'est le français. C'est pas le français, ma langue maternelle. Hein. Moi, je parle le dialecte francique, hein, et Jean-Claude aussi. Et on a appris les premiers mots de français à l'école. Vous ne dites pas Mirette Elsassisch, vous dites Mirette Platt? Mir son Elsassisch. Ok. Allez, pas de polémique. Parce que aussi, ça a quand même un petit peu des pitcholènes. Merci beaucoup, Bertrand. Voilà, de rien. Merci, Jean-Claude. Pas de souci.